Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est le chef économiste Patrick Artus. Bonjour. Bonjour David. Chef économiste chez Natixis, il faut le préciser. L'INSEE qui confirme ce matin donc la hausse de 0,5% de la croissance française, du PIB français pour le troisième trimestre. Accélération de la consommation, nouvelle progression de l'investissement. La France vient d'enchaîner 4 trimestres consécutifs avec une croissance supérieure à 0,5%, du jamais vu depuis 2010-2011. Tous les clignotants sont au vert. On enlève le bémol sur le commerce extérieur parce que ça, c'est assez récurrent, hein, pour ne pas dire émanant. C'est-à-dire que tout va à peu près bien. On a un commerce mondial. Alors, certes, le commerce extérieur ne crée pas de croissance, mais enfin, nos exportations augmentent plus vite, ce qui a un rôle, par exemple, en poussant les investissements. Mais les importations augmentent beaucoup plus vite. Il n'y a pas d'effet direct du commerce extérieur, mais indirectement, quand on exporte plus aussi, on peut avoir plus d'investissements dans les entreprises et ça peut faire de la croissance indirectement. Donc, le commerce mondial augmente de 4% par an. C'était zéro il y a un peu plus d'un an. Et ça vient des grands pays émergents, de la Chine qui reste en croissance forte. Le pétrole est à 60 $, donc il a un peu remonté, mais pas considérablement. Et les profits des entreprises sont extrêmement élevés. On a reconstitué les marges, en particulier dans l'industrie. Et donc l'investissement des entreprises, alors pas ce trimestre-ci, mais enfin en moyenne va mieux. Et puis, on a en France deux choses qui sont très intéressantes. Les salaires accélèrent. Donc on recherche ça désespérément dans d'autres pays, comme aux États-Unis. On a une vraie accélération des salaires en France. Alors c'est 2% sur un an. Enfin, il y a un an, c'était 1. Donc on a une vraie accélération des salaires. J'en reparlerai tout à l'heure parce que pour l'instant, ça pousse la consommation, vous le mentionniez, mais peut-être ça nous passe aussi d'autres messages. Et puis, on crée beaucoup d'emplois. On a une croissance qui est, comme on dit, très riche en emplois. Donc, on a des emplois qui augmentent très rapidement par rapport au Mais le chômage ne baisse pas parce qu'il y a beaucoup de nouveaux entrants. Alors, le chômage ne baisse pas. Si, enfin, si on se met un peu en tendance, le chômage baisse. Oui, ça baisse très lentement. Enfin, on crée, regardons l'emploi, je veux dire. Regardons l'emploi. On crée pas loin de 300 000 emplois par an. Et donc, c'est quand même extrêmement rapide. Mais on a 9,5% de chômage. Et on a 9,2 si on prend la mesure INSEE, qui est celle qu'il faut regarder. Mais on crée beaucoup d'emplois et on crée un nombre d'emplois surprenant. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'emplois, ce qui vient, il me semble, de ce que le secteur des services se met à créer beaucoup d'emplois. C'est les nouveaux services, les plateformes Internet. On voit bien les emplois dans le transport, dans la distribution, dans la logistique. Ce sont des bons emplois? Alors, ce n'est pas des bons emplois, mais d'un autre côté... bons emplois, entre guillemets. Entre guillemets, ce sont des emplois bien payés, qualifiés, avec une protection sociale. Alors, ça explique qu'il y ait très peu de gains de productivité, puisqu'on crée des emplois à niveau de productivité plus faible. Mais rappelons quand même que les chômeurs sont peu qualifiés. Le taux de chômage des peu qualifiés, il est presque à 17%. Le taux de chômage des diplômés du supérieur, il est à 5%. Ouais. Et donc, si on veut faire baisser le taux de chômage, il faut créer des emplois pour les peu qualifiés. Donc, au moins au départ, ce sont des emplois que vous appelez pas bons, mais enfin, c'est les emplois que peuvent prendre au moins au début les peu qualifiés qui sont chômeurs. Donc, on a beaucoup d'emplois et donc la croissance est un peu plus forte que ce qu'on attendait. À la fois parce que les salaires accélèrent, et j'y reviendrai parce que c'est important, et à la fois parce qu'on crée quand même plus d'emplois que ce qu'on pouvait attendre à ce niveau de croissance. Et on a vraiment une capacité nouvelle à créer des emplois de service, qui est un phénomène d'ailleurs pas seulement français. Ouais. Donc 1,8%, a priori, c'est bon pour 2017. Est-ce que 2018 sera du même acabit, sachant qu'il y a des réformes qui sont en cours, la réforme du Code du travail, il y a d'autres choses qui vont arriver, il y a des baisses d'impôts. Est-ce qu'on peut espérer solidifier ce niveau de 1,8% et tangenter les deux en 2018 ou est-ce qu'on s'emballe un petit peu? Alors il y a deux questions. Il y a une question de type conjoncturel et une question de type structurel. Conjoncturellement, qu'est-ce qui pourrait aller un peu moins bien en 2018 ? Il y a un premier point d'interrogation qui est la croissance américaine. N'oublions pas que les États-Unis sont probablement très très proches du plein emploi et qu'à ce moment-là, les États-Unis ralentiront. Donc ça, c'est un point qu'il faut surveiller. Il y a le pétrole. Est-ce qu'on a quand même une demande mondiale de pétrole qui augmente extrêmement vite ? Donc, est-ce que le prix du pétrole ne pourrait pas recommencer à monter? Point à surveiller. À nouveau, c'est des choses qui sont difficiles à prévoir. En France, on parlait à l'instant de l'immobilier, il y aura sans doute une baisse de l'activité de construction dans l'immobilier résidentiel. Dû à quoi? Réforme des HLM et de l'APL d'un côté, réforme du Pinel et du prêt à taux zéro de l'autre, petite hausse des taux d'intérêt. Ça va vraiment impacter la croissance? Les professionnels disent qu'on va perdre 50 000 mises en chantier entre 2017 et 2018. On va être à 460 000 cette année, donc on pourrait perdre 10%, disons, du niveau de construction. Et quel impact sur la croissance, pour le coup? Oui, c'est un quart de point, un gros quart de point, je veux dire. Et c'est visible comme impact sur la croissance. Et puis, ça, c'est le conjoncturel. Donc, le conjoncturel nous dit,
bon, on va sans doute avoir un petit peu moins de croissance en 2018 qu'en 2017. La grosse question structurelle, et qui est extrêmement importante et qu'évidemment il faut poser, alors c'est une question qui peut avoir l'air un peu technique, c'est quel est en France, on peut poser cette question aux croissance États-Unis, potentielle. oui, quel est le niveau du chômage structurel, c'est-à-dire du chômage que la reprise cyclique ne fait pas baisser, parce qu'il est dû à des causes structurelles. Il est dû à la fiscalité, à la qualification, à la spécialisation productive. Enfin, pendant longtemps, on a dit aux alentours de 7%. Alors, avant la crise, il était probablement de 7,5. Ouais. Quand on est passé en dessous de 7,5, c'était vraiment surchauffe, quoi. Les salaires augmentaient très vite, les entreprises n'arrivaient pas à embaucher. La surprise aujourd'hui, c'est qu'on a des signes... La mauvaise surprise. Oui, enfin, oui, qui pourraient nous dire que peut-être on n'est pas très loin du chômage structurel. Parce que les salaires accélèrent. 9%, on est oui, proche du alors chômage. Mais comment on l'expliquerait qu'on Il y a un certain nombre d'économistes qui travaillent ça avec différentes approches. 8,5 est peut-être pas idiot comme estimation. On est à 9,2, donc on serait à 7 dixièmes donc au-dessus. Le taux de chômage structurel aurait pris un point là. Il aurait pris un point en 10 ans. Et comment on l'explique? Problème croissant de qualification. Quand vous regardez les différentes enquêtes, quand même, le niveau de compétence de la population active a plutôt reculé. Fiscalité qui s'est alourdie, hausse des cotisations sociales. Alors maintenant, il y a le CICE, mais ça met un peu de temps. Et puis, destruction d'entreprises, entreprises qui ont disparu, hein, donc perte de capacité pendant la crise. Et l'autre signe, c'est les enquêtes. Hein. Les entreprises mentionnent comme là où la numéro 1 ou numéro 2 des raisons pour lesquelles elles ont des problèmes de croissance, la difficulté d'embaucher, hein, ce qui est quand même assez étonnant à 9,2% de chômage. Mais ça vient très très haut, ça vient bien avant les règles du marché du travail, le coût du travail. Hein, parce qu'elles ne trouvent pas les personnes ayant la bonne qualification. Parce qu'elles ne trouvent pas les périodes ayant les qualifications requises, et donc elles ont des problèmes d'embauche qui sont... Donc le gouvernement a raison de mettre 15 milliards d'euros sur la table pour faire un nouveau plan de formation. Mais on a déjà eu tellement de plans de formation par le passé. Pourquoi celui-là il marcherait plus? D'abord, on ne sait pas exactement de quoi il sera fait. Il y a le problème de formation en France. Quels sont les... Voilà. Donc la bonne question qu'il faut se poser, c'est quelles sont les réformes qui sont dans le tuyau et qui pourraient faire baisser le chômage structurel. Donc il y a la baisse de la taxation du coût du capital. Hein, donc la flat tax à 30%, la suppression de l'ISF sur les actifs financiers. Ça fait baisser le taux de chômage? Là, c'est très indirect. Ça passe par un chemin long qui ça fait baisser le coût du capital pour les entreprises, hein, puisqu'on taxe moins le revenu du capital, donc les entreprises investissent plus, donc on a plus de capacité, donc on crée des emplois. Donc voilà. Donc, et en tout cas, ça va mettre 2 ans, 3 ans, 5 ans, bon voilà. Chemin 2, qui va être beaucoup plus rapide, c'est 2019, c'est la forte baisse des cotisations sociales sur les plus bas salaires. Hein. On va baisser de plus de 10 points les cotisations sociales au niveau du SMIC. Ça, c'est un effet fort et rapide sur l'emploi peu qualifié. 2019. Mais ça peut être assez rapide. C'est-à-dire que fin 2019, on peut voir des choses déjà. Hein, mais c'est 2019. Et puis 3, évidemment, c'est ce que vous mentionniez, c'est la réforme de la formation. Et donc, il faut espérer qu'on aura une vraie réforme, qui est une réforme de la gouvernance et des contenus en fait de formation. C'est-à-dire qu'il faut que les contenus de formation correspondent aux emplois vacants dans chaque bassin d'emploi. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, donc il faut le rapprocher du terrain. Il faut une gouvernance, il me semble, beaucoup plus. Et d'ailleurs, il y a un très bon rapport du Conseil d'analyse économique dont je conseille la lecture à nos auditeurs sur le système de formation professionnelle. Il faut rapprocher, faire quelque chose qui soit plus décentralisé. Hein, qui, dans chaque bassin d'emploi, regarde quelles sont les formations qui sont utiles et qui correspondent aux emplois qui se créent. Il faut être réactif dans le contenu des formations. Voilà, il faut faire du sur-mesure local en impliquant les collectivités locales à un niveau fin, les branches professionnelles qui savent où on crée des emplois. Il faut sortir du général à un niveau assez centralisé. Donc je reviens à ma question première, c'est hyper intéressant, mais est-ce qu'on peut encore espérer en 2018 faire 2% de croissance après 1,8 en 2017, ou est-ce qu'on a mangé notre plutôt pain blanc? Le souci, c'est plutôt 2019, honnêtement, parce que c'est vraiment... Bon, le chômage, on se rapproche sans doute du chômage structurel, on n'y est pas. Et donc, si on regarde la vitesse de baisse du chômage et la vitesse de hausse des emplois, c'est plutôt fin 2018 qu'on arriverait au chômage structurel. Et fin 2018, les réformes, si elles ont un effet sur le chômage structurel, n'auront pas encore eu cet effet. Il faut attendre plus de temps que ça. Et donc, le point creux, ça risque d'être 2019, hein, où à la fois, on a fait disparaître toute la composante cyclique du chômage, et où les réformes n'ont pas encore eu le temps d'avoir des effets. Moi, je parle sur la croissance, non pas sur le chômage, sur la croissance. Oui, mais c'est la même chose, parce que du moment que vous êtes au chômage... Quand vous arrivez au chômage structurel,
pouvez plus avoir de croissance basée sur le fait que vous transformez des chômeurs en salariés qui ont un emploi. Donc votre croissance, elle dépend de la productivité et de la démographie, quoi. Et en France, ça fait 1%. Donc ça veut dire qu'on on va plus accélérer. On est au top aujourd'hui avec 1,8% de croissance, on ne sera pas mieux. Il y a un risque qu'on soit, et on est même à 2, hein, on est même à 2 plus, hein, si vous regardez, en tendance aujourd'hui. Ouais, n'oubliez pas que 2 plus, si vous corrigez de la démographie, c'est presque 3 aux États-Unis. Donc c'est des niveaux de croissance qui sont élevés. La croissance potentielle, prenons l'estimation du Trésor français qui est assez consensuelle, 1,2. Et donc, on pourrait avoir une croissance qui revient à 1,2 en 2019, quoi, puisque à ce moment, ça veut dire qu'aujourd'hui, à 2, il y a 8 dixièmes de croissance qui servent à transformer des chômeurs en personnes salariés ayant un emploi. Ouais. Quand vous ne pouvez plus faire ça, vous perdez ces 8 dixièmes. Petite question sur le... Parce qu'on a reçu Éric Woerth il y a quelques jours. C'est lié à la politique fiscale du gouvernement. Sur la hausse de la CSG, encore une fois, qui a été votée il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, on sait que le chef de l'État, Emmanuel Macron, a précisé que seuls 20% des retraités seront vraiment ponctionnés, puisqu'il y a une baisse de taxes d'habitation et qu'il y aurait 80% donc des retraités qui seraient gagnants. Éric Woerth nous dit, président de la Commission des finances, moi j'y crois pas. Est-ce que c'est vrai ou pas que finalement, quand on met tout bout à bout, la hausse de la CSG mais aussi la baisse de la taxe d'habitation, les retraités qui vont vraiment payer, mettre la main à la poche, c'est uniquement 20% d'entre eux. Est-ce que c'est vrai ou pas selon vous? Je pense que ceux qui touchent plus de 2 250 € par mois en étant célibataire. Je pense que le calcul est à peu près juste. Cela étant, la taxe d'habitation, elle met 3 ans à trouver son régime d'équilibre. Hein, la CSG, et la CSG c'est le 1er janvier, donc il y a 2 années différentes. Non, je pense que c'est vrai. Point plus général, je ne comprends pas pourquoi on s'ennuie à faire des petits bouts de réforme fiscale comme ça. Enfin, je veux dire, aller bricoler 4 milliards d'impôts ici, 4 milliards d'impôts là, les transférer, on crée des effets de redistribution, ça a beaucoup de coûts bureaucratiques, ça ne sert pas à grand-chose de faire des petits bricolages fiscaux. Toute la politique fiscale aujourd'hui du gouvernement? Non, pas tout. Non, qu'est-ce que du bricolage? Ça, je veux dire, la CSG. La CSG, taxe d'habitation, cotisation sociale des salariés, c'est un truc... un peu plus de pouvoir d'achat pour ceux qui travaillent, financé par 20% des retraités, mais c'est quelques milliards, et honnêtement, ça ne fait pas de macroéconomie. Ça peut créer, il peut y avoir des petites quantités de personnes pour lesquelles ça crée de vrais problèmes, hein, qui sont dans des situations un peu particulières, pour un bénéfice macroéconomique qui est nul, honnêtement, quand on fait ce genre de petites réformes marginales. Donc les grandes réformes fiscales, c'est quoi? C'est le passage à 30% de la taxation du revenu du capital. Parce qu'aujourd'hui, un Français qui achète des actions en direct paye au moins 60 et s'il paye l'ISF, plus de 70. Donc on passe de 70 à 30, ça c'est un pour les plus fortunés. Pour les gens qui ont des actions, hein, qui sont de facto souvent les plus fortunés. Il n'y a que 7% des Français individuels qui ont des actions. Hein. L'ISF, on n'a pas mentionné là, une chose importante. Moi, je pense que ce qui est très important, ça va accélérer la transmission des entreprises familiales. Aujourd'hui, des patrons d'entreprises familiales âgés ne cèdent pas leur entreprise parce que s'ils la cèdent, ils vont payer l'ISF. Hein, et quand ils ont plusieurs enfants, le problème peut se poser aussi pour certains des enfants. Alors c'est une bonne chose ou pas? Ah oui, il faut rajeunir l'âge des patrons d'entreprises familiales et la disparition de l'ISF sur les actions va favoriser ça. C'est un bénéfice pas négligeable en réalité. Dont on parle peu d'ailleurs. Dont on parle peu, oui. Et puis, évidemment, on va avoir la grande baisse, hein, la quasi-suppression des cotisations sociales au niveau du SMIC, hein, entre un SMIC et un SMIC 6. Si vous baissez de 1%... Ça, c'est 2019, ça. C'est 2019, mais ça, c'est massif. Hein. 1%, au niveau du SMIC, 1% de baisse du coût du travail, c'est 1% d'emploi en plus. Hein. Mais il reste encore beaucoup de cotisations au niveau du SMIC. Ça fait des années qu'on supprime, on dit on supprime, il y a quasiment zéro charge au niveau du SMIC. Sans soustraire le CICE, il en reste entre 12 et 13%. Et donc... oui, mais il y a des CICE déduits. Eh bien, CICE déduit, vous enlevez 7 aujourd'hui, 6 demain, et donc vous allez en enlever 4 autres hein, dans le plan du gouvernement, donc il va rester presque rien au niveau du SMIC. Hein. Et mine de rien, quand vous enlevez 10 points, on n'a aucune idée de quelle partie du CICE est considérée aujourd'hui par les entreprises comme une vraie baisse de charge. On fait des calculs approximatifs, mais on ne sait pas si c'est considéré pour moitié, complètement, pour une baisse de charge. Les travaux d'évaluation sont compliqués et pas très parlants. Et donc, on va quand même avoir une baisse de 10% à peu près du coût du travail au niveau du SMIC. Donc, ça aura un effet massif sur l'emploi peu qualifié. C'est très gros. Ça c'est très gros. Et ça vaut la peine de faire ce genre de réforme. Vous voyez, les bricolos à 3 milliards, honnêtement, on pourrait s'en passer. Quoi. Et ne conserver, encore une fois, que l'immobilier dans l'assiette taxable de l'ISF, pour vous,
Est-ce que c'est ou pas une erreur économique? Est-ce qu'il n'y a pas de l'idéologie derrière tout ça? Parce que finalement, on a des liquidités sur un compte titre ou on a du monétaire dans une assurance vie, et ben hop, c'est pas productif pour l'économie française et pour autant, ça va sortir de cette taxable de l'ISF. C'est quand même. Mais il faut en France qu'il y ait plus d'immobilier qui soit construit. C'est un peu aberrant quand même. On sait qu'il y a, alors les chiffres sont assez difficiles. Enfin, il me semble qu'il y a un consensus pour dire qu'on a besoin, il y a à peu près 1 500 000 logements en France qu'il faudrait détruire et remplacer par des logements neufs, qui sont des logements insalubres ou de très mauvaise qualité. Donc il faut effectivement faire un effort de construction. Ce qui m'ennuie dans la réforme, oui, vous avez raison, je pense que la vision du gouvernement ou du président sur le logement est une vision très globale, en disant en gros le logement, ça génère des rentes, c'est pas bien. Prêter aux entreprises, ça génère du capital productif et de la production, c'est bien. Donc c'est considérer la totalité de l'investissement en logement comme un investissement en rente. Ce qui n'est pas le cas. Alors, c'est vrai pour une partie. Quand les gens... Et je crois qu'il aurait fallu essayer de différencier la partie des aides fiscales qui fabriquaient de la bulle, enfin de la hausse des prix des logements, dans des endroits où il n'y a pas besoin de construire ou qui vont faire qu'on va racheter des logements qui existent déjà. Et puis, ce qui fait construire des logements et préserver un avantage fiscal important sur ce qui fait réellement construire. C'est compliqué techniquement probablement, mais je suis un peu gêné par le fait que, alors que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faudrait beaucoup plus de construction de logements locatifs, on va sans doute avoir une baisse de la construction locative. Alors, quand on a Patrick Artus sous le coude, évidemment, on lui parle marché, on parle des marchés financiers. Vous avez vu les marchés boursiers, essentiellement aux États-Unis, mais aussi en Europe, qui caracolent à quasiment des plus hauts niveaux. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que pour vous, tout ce qui est derrière en dur, toutes les stats en dur, les résultats d'entreprise, les chiffres de croissance, les chiffres macro, est-ce que tout ça valide a posteriori le niveau des marchés actuels? Alors en Europe, oui. Quand vous regardez la valorisation des actions européennes, si vous calculez le PER sur les résultats de 2018, il est en dessous de 16. Donc honnêtement, il n'y a rien à dire, quoi. Je veux dire, il y a pas je ne crois pas qu'on ait un problème avec la valorisation des actions européennes. Les résultats vont augmenter de presque 10% cette année, probablement l'année prochaine. On est plutôt, on n'est pas en début, mais disons, on est en milieu de période d'expansion. Donc normalement, 2018 en tout cas devrait continuer à être bon. Donc je n'ai pas de souci avec l'Europe. J'ai un vrai souci avec la valorisation des actions américaines. Comme beaucoup d'experts. Là, oui, alors pas les Américains. Quand vous parlez aux gens qui vendent des actions, les Américains qui vendent des actions aux États-Unis, alors bout d'enthousiasme, quoi. Je dirais. Alors ça, c'est assez inquiétant, si vous voulez, l'enthousiasme du vendeur d'actions aux États-Unis. Il a été dans le temps enthousiasme en 1987, en 1999. On valorise 20 fois les résultats de 2018. Dans une situation où il y a quand même, c'est la question du chômage structurel et de la fin de la croissance aux États-Unis se pose. On est à 4% de taux de chômage et la croissance, elle ne va pas continuer très longtemps. 3% en rythme sur 2 trimestres consécutifs. Oui, peut-être, mais ça, c'est pas du long terme. Avant de parler de la croissance américaine, on a un peu le sentiment que les marchés finalement ne réagissent plus aux mauvaises nouvelles. C'est ça aujourd'hui qui peut alerter? Oui, je pense. Enfin, je pense que depuis maintenant, depuis je dirais, la moitié de 2016, les marchés ne valorisent plus rien. Alors, il n'y a pas grand-chose qui est négatif, mais par exemple, il y a le géopolitique. En Europe, il y a le politique, la Catalogne, etc., l'Italie du Nord, personne ne s'y intéresse vraiment. Il y a la Corée. Et puis, à nouveau, moi, le vrai souci, c'est combien de temps pouvons-nous croire qu'on continue à avoir 3% de croissance aux États-Unis alors qu'on est à 4% de chômeurs? Alors, évidemment, on ramène à l'emploi aux États-Unis des Américains qui étaient sortis du marché du travail. Vous connaissez tous les travaux qui se font sur la très mauvaise situation des Américains d'âge moyen, en termes sanitaires, en termes de capacité à travailler. Il y a un vrai recul de l'employabilité des Américains de 40 à 60 ans. Ça veut dire quoi, le recul de l'employabilité? Ils sont, si vous voulez, pour faire simple, et lisez l'article formidable d'Angus Deaton, c'est le prix Nobel d'économie d'il y a 2 ans, sur la situation de la classe moyenne blanche aux États-Unis. Pour être sûr de ne pas se rater, en gros, ils se droguent, ils s'alcoolisent et ils se suicident, quoi, pour faire simple. Et donc, on consiste un peu le trait quand même, non? Non, mais regardez, c'est très impressionnant. La consommation de drogue, enfin les maladies chroniques, c'est très impressionnant. Donc on a évidemment on ne peut pas imaginer que le taux d'emploi des Américains va remonter à son niveau d'avant la crise. Et donc, on n'en est pas très très loin. Et donc, on va avoir un moment, l'économie américaine va ralentir parce que, simplement, on sera en fin d'expansion, quoi. Et ça n'est pas du tout valorisé par les marchés. Les marchés ont l'air de croire qu'on peut faire 3% de croissance jusqu'à la fin des temps. En plus, dans une situation où il y a des restrictions très fortes à l'immigration aux États-Unis, où on voit bien que l'immigration ralentit. Donc, il y a une vraie erreur de prévision de l'économie américaine par les vendeurs d'actions aux États-Unis. Mais à nouveau, c'est assez traditionnel. Et en général, 6 mois après, ça fait une crise des actions, quoi.
qui pourrait donc venir de là. Oui, le vrai sujet, le vrai danger, c'est les États-Unis, honnêtement, hein, puisque à nouveau, l'Europe n'est pas en fin de période d'expansion. Il n'y a pas la même valorisation. Le vrai danger, c'est les États-Unis, je crois que. Mais malheureusement, les marchés, même si les économies sont moins corrélées qu'avant, les marchés financiers sont restés extrêmement corrélés. Donc une crise action aux États-Unis se transmettrait à l'Europe. Et en même temps, il y a aussi ce plan de réforme fiscale de Trump qui pourrait encore oui, mais alors faites un calibrage. Tonifier un peu la croissance américaine et prolonger le cycle. Supposons qu'on baisse d'un tiers la taxation des profits des entreprises américaines. Ce qui fait, donc on est à 35 en taux théorique, mais enfin un tiers. Donc ça ferait passer le taux théorique de 35 à 23, ce qui est quand même une grosse réforme. Ceci augmenterait les profits nets des entreprises américaines de 5%, quand vous faites le calcul. Donc c'est absolument pas suffisant pour justifier la valorisation des actions. Même si vous la corrigez de 5%, elle reste extrêmement élevée. Donc l'assertion qu'on entend souvent, qui est de dire oui, mais grâce à la réforme fiscale de Trump, les actions sont correctement valorisées aux États-Unis, c'est pas vrai. Même avec cette réforme fiscale, elles sont très chères. Justement, et on finit là-dessus, on voit le président Trump, on sait que c'est après-demain, c'est jeudi que le président Trump va dévoiler le nom du successeur de Janet Yellen à la tête de la Fed. Ce ne sera pas Janet Yellen a priori, puisqu'il a dit qu'il voulait mettre un nouveau visage. Tout le monde s'accorde à dire, notamment Reuters, qui nous dit que ce sera Jérôme Powell. Il est donné gagnant, il est républicain, il est favorable à un resserrement monétaire progressif. Finalement, c'est Janet Yellen en homme et en républicain. Alors Powell, si on regarde ce qu'il a dit sur la politique monétaire, ce n'est pas une rupture. Donc on continuera une normalisation monétaire extrêmement prudente qui est commencée. C'est différent sur la régulation des banques. Il fait partie de ceux qui pensent au Parti républicain qu'on a trop régulé les banques aux États-Unis. Donc c'est plutôt sur la régulation qu'il faut regarder les différences et pas sur la politique monétaire elle-même. Donc au final, ça serait une bonne nouvelle pour les marchés d'avoir Jérôme Powell à la tête de la Fed, puisque c'est dans la continuité sur la partie. Les marchés vont apprécier, parce que si vous nommez quelqu'un qui, est un modéré en termes de politique modérée. Taylor, si vous prenez la règle de... Alors Taylor sera peut-être vice-président, parce qu'il faut quand même un vrai économiste. Mais pas en même temps, il n'y aura pas une nomination simultanée. Non, ils vont décaler, mais enfin, il y a une probabilité que Taylor soit... Depuis Stan Fisher, depuis Stan Fisher, on met un vice-président qui est un vrai économiste. Donc, et si vous prenez la règle de Taylor, vous savez qu'il nous expliquait depuis très longtemps que le taux d'intérêt de la Réserve fédérale dépend de taux d'utilisation des capacités de l'inflation, les taux d'intérêt aux États-Unis devraient être à peu près à 4 aujourd'hui. Et donc, on est à 1,25. Et on sera sans doute à 1,50 à la fin de l'année, et on devrait être à 4 si vous prenez la règle de Taylor. Donc évidemment, Taylor, président de la Réserve, ça aurait été une vision différente, mais pas Powell. Mais les marchés apprécieront pour ça, et parce que Powell va sans doute alléger les régulations des banques. Voilà. À court terme, c'est favorable. À moyen terme. À moyen terme, on peut. Oui, mais enfin, vous me parliez l'histoire a montré qu'à moyen terme, il faut faire attention. D'ailleurs, Janet Yellen s'est inscrit en faux là-dessus, était très clair lors d'un discours. Non, mais Janet Yellen a dit plusieurs fois qu'il ne fallait pas changer après la crise. Voilà. Mais sans doute Powell allégera un peu. Le vrai problème aujourd'hui, si j'ai encore une phrase, c'est pas forcément les banques. C'est quoi le risque financier aujourd'hui? Les banques sont quand même beaucoup plus régulées, ont beaucoup plus de fonds propres, ont des prises de risque beaucoup plus faibles, même aux États-Unis, et encore plus en Europe. C'est les non-banques. C'est le risque de liquidité. Vous avez toutes sortes de fonds d'investissement de tout type qui ont acheté des actifs extrêmement illiquides depuis 10 ans, parce que c'est les seuls actifs qui procurent des rendements, et qui ont promis une très forte liquidité à leurs clients. Donc c'est ce gap de liquidité chez les non-banques qui est le vrai danger. Et c'est là qu'il faut regarder. Qui est factice, c'est-à-dire qui ne serait pas en cas de problème. Quand vous achetez des infrastructures, des obligations à yield, des émergents, c'est des investissements sur lesquels vous êtes coincé. En gros, c'est très difficile à revendre. Et quand vous dites à vos clients, tous les jours, tu peux venir prendre ton argent, il y a évidemment un problème. Et on a vu ça quand même se développer, parce que la seule prime qui paye aujourd'hui sur les marchés financiers, c'est la prime d'illiquidité. Donc tout le monde est allé chercher les primes d'illiquidité, puisque les primes de risque habituelles de défaut sont devenues très petites. Et donc vous avez beaucoup de gens dans le monde des investisseurs qui ont capté des primes d'illiquidité tout en continuant à promettre de la liquidité. Et ça, on sait que c'est de là que viennent les crises financières. Ça peut être problématique le jour où tout le monde veut sortir. Merci à vous, merci pour ces commentaires. Merci Tout ça David. est signé Patrick Artus, chef économiste de Natixis. Merci Patrick. Merci David.